Lorsqu'on regarde une montagne, il y a 3 histoires, comme l'explique le géologue Michel Martalher. La première histoire est celle des roches qui composent la montagne, avant la montagne. Ces roches viennent d'autres horizons, d'autres temps. Avant de devenir des roches, elles étaient des sédiments, déposés dans une mer, des laves d'anciens volcans, ou ont appartenu à des processus de formation dans la croûte terrestre. La deuxième histoire, visible sur cette coupe géologique, est celle des plaques tectoniques qui entrent en collision. En jaune, on voit l'Apulie, un petit morceau de la plaque africaine. En vert, un morceau ou plutôt une raclure de l'océan Téthys disparu. En rose, la bordure de la plaque européenne. C'est donc une histoire qui déplace, qui plisse. En témoignent les couches le plus souvent penchées que nous observons dans les montagnes. La troisième histoire est celle des formes des montagnes. Elle nous permet de voir la montagne telle qu'elle est aujourd'hui, une histoire qui sculpte. C'est l'histoire de l'érosion par l'eau, les glaciers, par tous les phénomènes qui usent la roche, la remobilisent en fragments ou l'altèrent. Ces 3 histoires se racontent un peu en même temps. Pendant que nous regardons une montagne, des sédiments se déposent quelque part, les plaques tectoniques bougent, les séismes en sont la preuve, l'érosion modifie les reliefs. Les cartes géologiques montrent les terrains en couleurs. Ces couleurs racontent la première histoire. Les cartes tectoniques sont aussi en couleurs. Ces couleurs regroupent de grands ensembles de roches qui se sont déplacées et empilées pour former les nappes et ainsi racontent la deuxième histoire. En partant de l'aéroport de Sion, nous allons découvrir quelques-uns des plus beaux massifs des Alpes valaisannes et périphériques, très riches d'un point de vue géologique. Ici, nous voyons bien la deuxième histoire. Toutes les couches penchent vers le sud, soulevées par la collision alpine. On parle de nappes dans les Alpes. Ce sont des terrains déplacés par rapport à leur lieu de formation il y a longtemps. L'étude des roches qui les composent permet de recréer les environnements, la géographie de ces temps passés. On parle de paléo-environnement, paléogéographie, paléoclimat tellement important aujourd'hui dans la compréhension des phénomènes de changement climatiques actuels et dans les temps géologiques. Voler au Jurassique il y a 160 millions d'années aurait permis de franchir un parcours d'un continent à un autre en traversant un océan. La paléogéographie, c'est au fond un voyage imaginaire, dans un monde bien plus ancien que les montagnes, un monde révélé par le témoignage des roches. Ce panorama montre la première histoire. Les changements de couleur signifient des changements d'époque, d'environnement marin, lors de la naissance des roches, ici, pendant les périodes du Jurassique et du Crétacé. Les temps géologiques. Le début de l'histoire de la Terre démarre il y a 4,5 milliards d'années. Il faut attendre plus de 4 milliards d'années jusqu'au Trias, au début du secondaire, pour que démarre ce qu'on appelle le cycle alpin. Ce cycle alpin, ou orogénique, contient les 3 histoires, celle de la formation, puis de la collision, et celle de l'érosion. Des roches plus anciennes que le Trias sont fréquentes dans les Alpes. Elles ont appartenu à d'autres montagnes, d'autres cycles encore plus anciens. Les roches dans les Alpes ont différents âges. Les nappes sont composées d'un empilement de roches de différents âges. On peut donner un âge relatif à une roche en étudiant les strates, les couches géologiques, et par les fossiles qu'elle contient. Ici, on voit bien la limite spatiale et temporelle entre les anciennes roches, des gneiss en rouge, de l'ère primaire, et les nombreuses couches de calcaire marin plus jeunes, principalement du Jurassique, en bleu et brun-jaune.
Dans les parois des dents du Midi, on revoit des couches de calcaire plissées qui surmontent des anciennes roches cristallines en rouge. Une autre méthode de datation dite absolue est radiométrique par certains minéraux qui contiennent des atomes qui se désintègrent dans le temps, comme les couples uranium-plomb ou potassium-argon. C'est une méthode appropriée pour les massifs cristallins. Le granit du Mont Blanc a été daté à 300 millions d'années. Rappelons que la forme des montagnes est beaucoup plus jeune que leur matière première, les roches. En regardant une montagne, une de ses faces, une vallée, ce sont de véritables coupes géologiques que nous parcourons du regard. Le simple changement de couleur de la roche peut attirer notre attention. Les roches alpines sont très diversifiées. Elles vont des roches ignées, granitiques, volcaniques, aux roches sédimentaires comme les calcaires, les grès. On parle surtout de roches métamorphiques dans les Alpes, qui signifie que les roches ont subi depuis leur formation des changements de température et de pression, changements qui affectent la structure cristalline des minéraux qui composent les roches, modifiant ainsi leur aspect, leur couleur, leur texture. Le métamorphisme est de plus en plus important à mesure qu'on s'enfonce dans la croûte terrestre, car les températures et les pressions augmentent de plus en plus en profondeur. Ce n'est pas rare de pouvoir observer en surface, grâce à l'érosion, des roches qui ont été autrefois à plusieurs kilomètres en profondeur. Le Grand Combin, ici, nous montre deux grands groupes de roches dégagées par l'érosion. À gauche, des gneiss très anciens d'origine européenne qui ont 500 millions d'années, et à droite et en dessous, des couches sédimentaires déposées il y a 100 millions d'années à l'horizontale dans l'océan Téthys, qui penchent aujourd'hui et qui sont aussi métamorphiques. Si certains phénomènes s'observent durant la vie d'un être humain, comme les glissements de terrain, la fonte des glaciers, qui sont des phénomènes de surface, les processus géologiques se déroulent sur des périodes beaucoup plus longues, en milliers et même en millions d'années. C'est ainsi qu'en quelques kilomètres, parfois quelques mètres, on peut franchir en regardant une montagne des millions d'années. Donc un glacier, une moraine, un éboulement ou les sédiments du fond d'un lac sont infiniment plus jeunes que les roches qu'ils recouvrent. Nous survolons maintenant la nappe de la Dent Blanche qui regroupe plusieurs hauts sommets des Alpes valaisannes, dont la Dent Blanche et le Cervin. Toutes ces roches sont d'origine continentale, mais cette fois-ci africaine et non européenne, car ce grand groupe de roches anciennes a été déplacé sur les restes d'un océan, l'océan Téthys. C'est le géologue Émile Argan qui a démontré pour la première fois il y a plus de 100 ans la preuve de la dérive des continents fossilisés dans les montagnes. Au Breithorn, en dessus de Zermatt, on revoit les roches vertes et sombres d'origine océanique qui s'enfoncent sous le Cervin. Puis les roches claires du Mont Rose, des gneiss, sont à nouveau d'origine européenne. Les Alpes nous offrent aujourd'hui sur quelques kilomètres ce qui était dans les temps passés deux continents distincts, séparés par un vaste océan. Des paléogéographies, autrefois les unes à côté des autres, sont maintenant empilées les unes sur les autres. Les Alpes valaisannes sont un vrai sandwich continent-océan-continent.
Bref retour dans les roches d'origine océanique. Et nous revoilà dans les roches de la croûte continentale européenne, magnifiquement sculptées par l'érosion. Nous survolons l'éboulement de Randa, avec près de 30 millions de mètres cubes éboulés en 2 événements, en avril et mai 1991. Nous sommes de retour dans les roches granitiques, de la même famille que celles du massif du Mont Blanc. Et pour finir, juste avant d'atterrir, nous replongeons dans la mer Thétis, comme en témoignent ces couches calcaires du Jurassique et du Crétacé, riches en coquillages fossiles. Les roches nous font voyager du bord de la mer aux profondeurs des océans, jusqu'à la fournaise de l'intérieur de la Terre.